Alors, bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de recevoir pour le numéro 71 de MPCM Thierry De Weer, j'espère que je prononce correctement le nom de famille, qui nous a amené trois livres. Le premier, c'est d'un magicien, d'un prestidigitateur que les anciens connaissent, qui a été très souvent à la télévision, Gérard Majax. Et le titre de son livre chez Michel Lafon, c'est Les Faiseurs de Miracles. Alors, ça représente quoi ce livre que vous prêtez allègrement et qu'on ne voit plus tellement il paraît passionnant? Voilà, alors ce livre en fait, il a une petite histoire, c'est qu'en général quand je lis des livres, ils vont toujours par deux au moins. Celui-ci en fait c'est le deuxième qui a suivi un premier qui était de Jean Marcal sur les sorcières, dans lequel il racontait toute une série d'événements supposés magiques et historiques. Et puis, il m'avait presque convaincu sur ces événements magiques, Marcal, avec tout ça. Et, Du même auteur donc. Hein. Non, Jean Marcal. Ah d'accord. Jean Marcal, c'est un breton spécialiste du monde celte. Et puis, on a Gérard Majax, je tombe sur ce livre, qui reprend à peu près les mêmes événements historiques, mais il va les décrire avec un point de vue de professionnel prestidigitateur. Et il va complètement démystifier tous ces événements de magie. Et puis ça m'a en fait suscité une réflexion à l'époque. Je me dis mais j'ai failli me faire avoir sur le premier bouquin. Et puis celui-ci m'a ouvert les yeux. Et on sort de là en disant il n'y a plus de miracle. Voilà, avec difficulté en tout cas. Il y a une chose sur laquelle Gérard Majax reste quand même, on va dire, dubitatif, c'est l'hypnose. Là, il accepte et il ne la remet pas en cause. Le deuxième livre, alors on est pour en finir avec Dieu de Richard Dawkins. Alors peut-être nous présenter brièvement qui est Richard Dawkins, un biologiste, je crois. Voilà, exactement. Donc Richard Dawkins est un biologiste qui a normalement marqué son temps avec un livre qui s'appelle Le gène égoïste, où il explique les conséquences en fait de l'évolution à travers la génétique, où chaque gène aurait un comportement, je dis bien aurait un comportement, parce qu'il n'y a pas de conscience, même si la manière dont il le décrit se fait à peu près de cette manière-là, aurait une conscience qui porte le gène à vouloir survivre à tout prix. Et ce comportement va faire que c'est tout le problème de l'évolution. Ce n'est pas le sujet de son livre, évidemment. Donc le sujet de son livre, je pense naturellement, c'est Dieu. C'est Dieu. Pourquoi Dieu? Parce que, évidemment, étant un scientifique et puis en discutant beaucoup sur les médias, il se fait énormément attaquer à l'époque par les créationnistes. Et au bout d'un moment, excédé par ces attaques, il décide de remettre en question tous les grands points communs qui se disent à l'époque, et encore aujourd'hui d'ailleurs, mais voilà, il reprend en fait le concept de Dieu, et puis il va tout remettre en question, et puis il va reprendre démonter déjà les grands arguments. Alors le troisième livre que j'ai lu, qui était un best-seller, je pense à l'époque, que pas mal de monde connaîtra, Le monde de Sophie, de Jostein Gaarder. Alors, c'est quoi le monde de Sophie? Pour moi, le monde de Sophie, c'est une très jolie découverte. Voilà, là je vous donne, je suis évidemment président de la Libre Pensée, je suis très attiré par on va en parler tout à l'heure naturellement sur ce monde-là. Et puis, on ne peut pas rester sans rien. Et pour moi, ce qui remplace en fait la croyance, c'est la philosophie. Et ce livre, je l'ai trouvé superbement bien fait pour refaire tout un historique de l'évolution de la philosophie telle qu'on la connaît aujourd'hui. En tout cas, on le conseille à tout le monde, hein, les jeunes, les anciens, on peut même le lire plusieurs fois, il y a des entrées fantastiques. Ouais. Et puis oui, c'est très appétissant finalement et on a envie d'en connaître toujours plus. Et il arrive à travers cette petite fille à nous faire découvrir, disons, des champs du savoir ou de la connaissance ou de l'étonnement qui sont absolument fantastiques. Je vais faire une exception aujourd'hui parce que vous avez apporté un quatrième livre. En fait, je le vois devant moi et c'est le titre, je ne sais naturellement pas du tout qu'est-ce que c'est la politique du chimpanzé. C'est quoi la politique du chimpanzé? Alors, j'ai beaucoup hésité en fait pour choisir ces livres.
évidemment, je l'ai fait en fonction bon, la raison pour laquelle je suis invité, c'est parce que voilà, je représente la libre pensée, évidemment, en Suisse. Et puis, ce livre, c'est aussi un livre qui, à mon avis, était très important dans mes réflexions. C'est Frans de Waal, c'est encore un biologiste qui a écrit ça. Cette fois-ci, en fait, lui, il s'intéresse au monde animal. C'est sa vocation et il est spécialisé dans le monde des grands singes et notamment du chimpanzé. Et il décrit à travers ce livre tout le comportement de la société, on va dire, d'un groupe de singes. Et on va retrouver en fait tous les mécanismes qu'on retrouve dans la politique humaine. Donc en fait ici je vois dans la quatrième de couverture de ce livre qu'il est peu d'aspects de la politique vécue par les hommes qui ne se retrouvent chez les chimpanzés. Nous sommes des chimpanzés et nous le restons. Voilà, enfin non, on n'est pas des chimpanzés mais on fait partie du groupe des grands singes, effectivement. Ok. Avant de passer à mes petits dictionnaires, je présente aujourd'hui l'Espoir Kamala Harris, numéro 1. C'est un journal que je recommande. Il y a ici tout le défi auquel les Américains sont confrontés aujourd'hui avec la prochaine élection, avec un numéro spécial sur l'évolution de l'Amérique. Cela étant, comme d'habitude, j'ai pris 2 livres avec des définitions, on va dire, caustiques et insolentes. Le premier, c'est le Dictionnaire du diable. Et puis, naturellement, j'ai un libre penseur. Je n'ai pas pu résister d'abord à voir ce que le diable dit de la religion et comment il la définit. Et il la définit de la manière suivante, et vous allez peut-être réagir à cette définition. La religion, c'est la fille de l'espoir et de la crainte qui enseigne à l'ignorance la nature de l'inconnaissable. En fait, je pense que ça, c'est vraiment une définition qui vous parle beaucoup en tant que libre penseur. C'est une définition, effectivement, qui est intéressante, oui. Il y a la notion d'ignorance, il y a la notion d'espoir, évidemment. Les gens se rattachent à la religion très probablement parce qu'ils cherchent un espoir, ils veulent quelque chose. Oui, c'est une belle définition. Et on vit sans espoir, vous-même? Non, on ne vit pas sans espoir. Je pense qu'on a tous un espoir de quelque philosophie qu'on soit. Et on construit peut-être différemment, mais on a tous un espoir. Alors, sous la définition, il y a des fois des petits dialogues, et ici, il y a un petit dialogue. « Quelle est votre religion, mon fils ?» demandait l'archevêque de Reims. « Pardonnez-moi, monseigneur, de ne pas vous répondre, dit Roche-Brion. J'en ai trop honte. Alors, pourquoi ne pas devenir athée? Impossible, j'aurais trop honte d'être athée. Alors, monsieur, vous devriez rejoindre les protestants. » C'est beau, non? Oui, c'est... Et puis le deuxième, donc ça c'est, je pense, quelqu'un que vous connaissez un peu, Narcisse Prat. En tout cas, libre penseur il était, il restera, et je pense même dans l'au-delà, il l'est encore. Et puis, c'était naturellement, il critiquait les 3 religions, pas simplement la religion catholique. Et là, j'ai pris la définition du Talmud. Alors, je lis la définition, j'ouvre les guillemets. Censurer, prononcer le mot, c'est déjà de l'antisémitisme. C'est du narcisse, voilà. C'est du narcisse, avec une part de quoi? Il touche à quelque chose de réel, ou bien quand on voit les temps qui courent, ce qui se passe en France, etc., ou bien ça dit quoi au libre penseur que vous êtes? Alors, il y a toute la question évidemment de l'islam et du message religieux qui se trouve dans l'islam. C'est un message qui est particulièrement haineux, en plus pour une religion qui est la 3e historiquement dans la création des religions après la religion juive, après la religion catholique. C'est assez surprenant qu'on ait tant de violence dans ce texte, alors que ça s'était quand même pas mal assagi avec le christianisme, et puis aussi avec le protestantisme qui s'était encore pas mal aussi, je vais le dire entre guillemets, assagi, parce qu'il y a quand même eu pas mal de massacres avec les protestants. Mais oui, c'est un problème. Moi, j'ai commencé à lire le Coran. J'ai pas pu le finir, enfin je ne l'ai pas encore fini, j'ai fait une pause. C'est vrai que c'est très violent, il faut être préparé avant de le lire, parce que ça se répète sans cesse, des invitations à la violence. Alors on trouve de tout, hein, c'est comme dans tous les livres religieux. Quand on le lit, on peut le lire avec un angle, on va trouver tout ce qui est amour, tout ce qui est bien
bienséance, bienveillance, etc. Mais voilà, il y a l'autre partie qui peut être récupérée, puis qui est toujours très très. Bon, on va dire que l'Ancien Testament, c'est pas toujours d'une douceur. Ah non, 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 il est très violent aussi, l'Ancien Testament. Alors, mon livre de ce numéro 71 que je présente, c'est Théorie de la justice de John Rawls. C'est un philosophe éthique et qui a créé ce qu'on appelle le voile de l'ignorance. En quelque sorte, il se met dans la position de celui qui, avant sa naissance, ne sait pas où il va naître, comment il va naître, et il doit supposer prendre la meilleure décision, la moins mauvaise, pour tous les problèmes éthiques auxquels on est confronté. Et en quelque sorte, le postulat qu'il prend à ce moment-là, c'est de se dire que les meilleures décisions sont celles que l'on prend en étant dans la position du plus faible. Qu'est-ce qu'on ferait dans cette position-là, en gros, pour avoir une société meilleure? En tout cas, c'est un livre qui est peut-être pas facile à lire, mais franchement, à son terme, on est satisfait d'avoir fait un effort. Je pense que c'est comme un marathonien qui finit ses 42 km, c'est à peu près 650 pages. Alors, cela étant, les libres penseurs ont eu un stand au Festival du livre à la fête du livre de Saint-Pierre-de-Clage. De Saint-Pierre-de-Clage. C'est toujours très agréable de passer à travers ce village. Il y a une ambiance extraordinaire, très bien organisée, avec des sons multiples et variés, dont celui des libres penseurs. La première question, qu'est-ce qu'on retire dans cette position-là pour votre association de participer à cette fête du livre? Il y a beaucoup de mouvements, etc. Comment vous décririez, si vous voulez, les rencontres que vous faites? Est-ce que les gens ils sont réceptifs? Est-ce qu'ils sont un peu très critiques, ou ils vous écoutent avec une sorte de bonne foi? Comment vous avez vécu ces 3 jours là-bas? Bon, ça fait quelques années qu'on est dans ce pays catholique à côté d'une église romane magnifique. Une très jolie église romane d'ailleurs. Ouais. Ça fait quelques années qu'on est présent au marché à la fête du livre de Saint-Pierre-de-Clage. Mon idée au départ, alors elle est venue parce qu'en fait on a eu un de nos membres qui nous a tout légué, puis dans ce qu'il avait légué il y avait une énorme bibliothèque. Et puis moi j'avais déjà l'habitude de me balader à la fête du livre, puis j'étais un petit peu déçu de voir le peu de... Enfin, le nombre de livres qui traitent de faits magiques, les livres religieux ou bien les livres sur la cartomancie ou les mondes magiques, l'après-mort, etc. Ésotérique. Exactement, mais quasi rien du côté cartésien, on va dire. C'est difficile de trouver un livre. Et puis, quand on a eu ce livre, cette bibliothèque, évidemment, il y en avait beaucoup plus. C'est l'occasion de s'installer. Alors, le but, c'est pas de faire du prosélytisme. Hein. On n'arrange pas les gens en disant « venez vous inscrire chez nous ». On est juste une bouquinerie comme tout le monde. Mais voilà, on a l'affiche et puis c'est l'occasion pour certaines personnes de poser des questions, de discuter, parfois de conseiller d'autres livres. Bon, évidemment, nous, on édite un magazine qui s'appelle La Libre Pensée. Et puis, bon, voilà, on a aussi, on commence à proposer quelques livres, soit des livres de membres qui correspondent à nos valeurs, soit des productions. On a un premier livre qui a été édité qui est une traduction de l'anglais de l'Iranien Armin Navabi, qui est « Pourquoi Dieu n'existe pas ?» Alors évidemment, le titre est un petit peu trompeur parce que c'est une contre-argumentation en fait sur l'argumentation tentant à justifier l'existence de Dieu. Voilà, ça explique surtout ce qu'est un athée et pourquoi il pense comme ça. Est-ce que vous avez senti à l'une ou l'autre occasion, je veux dire à Saint-Pierre, en quelque sorte, une sorte de ressentiment ou un peu de colère qu'un stand dans ce pays catholique d'origine puisse être celui de la libre pensée, juste à côté d'une église, ou maintenant vous sentez vraiment que ça appartient, si vous voulez, à la cité complètement, la libre pensée? Alors, je ne dirais pas que ça appartient à la cité. C'est encore quelque chose qui est méconnu, je pense, de beaucoup de gens. Les gens n'imaginent pas qu'on existe, déjà. Ils ne comprennent pas toujours ce qu'on fait, pourquoi on est là.
Mais il n'y a pas d'animosité, ceci étant dit, je Ok. ne l'ai pas vécu. D'accord. J'ai eu des prosélytes qui sont venus, parce qu'il y a toujours des évangélistes qui sont présents aussi à la fête de Saint-Pierre. Ils sont essayés de nous vendre leur message aussi. Et on a eu des gens convertis avec qui on discutait. Moi, je ne suis pas là pour convertir les gens, je suis là pour réunir ceux qui pensent comme nous. Et puis, mais ça nous est arrivé aussi d'avoir des prêtres qui sont venus à nos stands, puis on a eu une petite conversation. Et puis ça s'arrête là, il n'y a pas d'animosité. Donc la libre pensée, on va s'occuper déjà de ces deux mots. Le libre penseur, il pense à quoi finalement? C'est quoi la pensée du libre penseur? J'espère qu'elle est à peu près la même pour tout le monde. Qu'est-ce qui distinguerait finalement la libre pensée d'une autre personne? Bien, je dirais la libre pensée, donc le libre penseur du citoyen ordinaire. Ou la libre penseuse. Hein. Voilà, du citoyen ordinaire. Voilà. En fait, c'est un processus. Quand on dit penser, c'est pas juste parce que ça m'arrive souvent de rencontrer des gens qui disent mais moi aussi j'ai des pensées, puis j'ai toute la liberté de les avoir. Bien sûr, c'est pas le principe juste d'avoir des idées et puis d'en être l'auteur. Quand on parle de pensée, c'est en fait un processus de réflexion. On a trois piliers qui constituent en fait notre système philosophique. Le premier, c'est le rationalisme. C'est éprouver un petit peu le fond de ce qu'on peut avoir comme pensée. Et puis, on aime bien dire qu'on est basé sur des fondations scientifiques, c'est-à-dire qu'on aime bien passer ça au crible du test scientifique. Est-ce que ma pensée peut être contredite par un fait très simple? Est-ce que c'est faux? Vous vous considérez comme un fils des Lumières? Quand vous dites rationalité, tout à fait. On est dans ce registre-là. On est dans cette veine-là, oui. Et les deux autres points? Le deuxième, c'est que c'est pas le tout d'avoir des réflexions, on a aussi des valeurs. Et puis, le cadre de valeurs dans lequel nous sommes, c'est celui de l'humanisme. Donc, on a pour principe le droit humain, on a pour principe le droit de la femme, ou des femmes, je devrais dire, celui des enfants, on lutte contre le racisme, on soutient toujours aussi les LGBTQI+, la liberté sexuelle d'une manière générale. Après, on a fait campagne, notamment en Valais, on a fait campagne pour le droit de mourir dans la dignité. Voilà, ça c'est un énorme chapitre, il y a plein de choses, il y a des choses à discuter. Je pense qu'il y a même des sujets sur lesquels on n'a pas encore vraiment abordé, ou qui sont beaucoup moins populaires, mais qui font partie du cadre de valeurs. Et le troisième point, je crois que vous avez dit un troisième point. Le troisième point, c'est qu'en fait, quand on commence à discuter de rationalisme et des valeurs de l'humanisme, bien souvent, en fait, on s'est retrouvé confronté à un autre système de valeurs que représentent les religions. Alors, chacun a le droit de penser ce qu'il peut penser. Alors, justement, quel serait votre regard alors sur la religion? La religion dans la cité, elle existe, qu'on le veuille ou non. Hein. Sur cette planète, on le voit à travers les guerres et les conflits à l'intérieur des mêmes religions, etc. Alors, quel est le regard du libre penseur athée? Alors, on n'est pas tous athées. Évidemment, on regroupe la plupart des athées, des gens qui se pensent athées, mais on a aussi beaucoup de gens chez nous qui, je pense, sont agnostiques. C'est-à-dire, ils ne font pas de jugement, ils ne portent pas de jugement. Peut-être que ça existe, peut-être qu'il y a une force supérieure au-dessus de nous, peut-être pas. Voilà, ils se prononcent la distinction entre l'athée et l'agnostique. Voilà. Mais on a aussi, je pense qu'on a aussi des déistes, des gens qui pensent qu'il y a une forme supérieure. Le grand horloger de Voltaire, ou bien? Voilà, c'est une forme de déisme. Il y en a d'autres, je pense, mais c'en est une. Puis, voilà, dans une certaine mesure, on peut aussi avoir, j'en ai rencontré quelques-uns qui sont chez nous, puis qui se disent aussi panthéistes. Après, voilà, il faut voir dans quelle mesure, à partir du moment où on installe un dogme, c'est là que ça commence à devenir problématique. On est des anticommunautaristes, d'une manière générale. À partir du moment où vous créez une communauté, pour moi, vous commencez à créer la différence entre
le peuple des hommes, le peuple humain. Mais quel regard vous avez alors, parce que les cités, on va être tout proche de nous, la France par exemple, on voit très bien que ça a un rôle, on va dire, vivace de confrontation selon l'origine, je veux dire, religieuse ou traditionnellement religieuse, qui s'insère dans la société et qui crée, on va dire, des décisions qui sont peut-être fondées en partie sur les valeurs religieuses, alors qu'on a un État censé être, au niveau de l'État de droit, complètement laïque. Oui, alors je vais juste terminer parce que voilà, okay. C'est vrai que j'ai parlé des deux pans. Le troisième pan, évidemment, donc c'est par rapport à ça, c'est par rapport aux religions. Tout le monde a le droit d'avoir son choix, qui peut être religieux, mais nous, ce qu'on veut, c'est que l'État, lui, soit laïque. Donc le troisième pan, c'est la laïcité pour la libre pensée. Est-ce qu'on peut résumer en disant absence d'intervention totale étatique sur le plan religieux? C'est quoi l'État laïque finalement aux yeux du libre penseur? C'est un État qui considère que chaque citoyen est égal. Il ne fait pas de préférence selon que vous ayez une appartenance à un dogme religieux ou pas. Voilà. Et donc la religion ne doit pas s'insérer dans le champ de l'État de droit, ou bien? Exactement. Il ne doit pas y avoir... L'exemple que je prends régulièrement, c'est comme un mariage. Historiquement, on a des églises qui ont été mariées à l'État. Voilà. Et puis, quand on a un mariage, on a un contrat. Bien souvent, on a des privilèges qui sont accordés parce qu'on vit ensemble. Une séparation, ça veut dire... Alors, évidemment, dans une situation où on a été marié et puis... on veut une séparation, je conçois le divorce en quelque sorte, donc je comprends qu'il y ait eu encore aujourd'hui des contrats qui permettent d'entretenir des églises, qui permettent... Ça serait les conséquences du mariage, pour reprendre la métaphore. Voilà. Mais au bout du compte, la séparation doit faire que l'État ne doit plus rien financer. Mais aujourd'hui, dans le processus de divorce, pour reprendre l'analogie, il y a ce qu'on appelle le clean break, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on dit « Ah, mais les deux époux, pratiquement quel que soit l'âge, semble-t-il, la jurisprudence devient de plus en plus sévère pour les femmes, même avec des longs mariages, doivent se prendre en charge, nonobstant leur éducation antérieure. C'est-à-dire, chacun doit se dire « Voilà, qu'est-ce que je dois faire de ma vie professionnelle indépendamment ?» Donc, clean break, ça veut dire une séparation totale. C'est quand même vers ça que vous dirigeriez. C'est plutôt alors le chemin américain. Oui, alors au niveau du financement. Au niveau du financement, je dis. Ouais, je suis pas un spécialiste de la situation américaine. Je sais que les États-Unis sont un État, une fédération laïque. Mais après ça va changer d'un État à l'autre. Et puis après, il y a l'effet Trump qui fait qu'il y a eu pas mal de lois qui ont été changées. Et puis il y a un changement de comportement. Oui, mais je crois que l'Américain moyen, il sait que c'est impossible pour un président de s'avouer laïque. Il doit être religieux aux États-Unis, quel que soit pratiquement le... Alors, en tout cas dans le discours. Aujourd'hui, c'est encore vrai, mais on se rapproche gentiment. Peut-être, oui. On a de plus en plus de politiques qui commencent à afficher leur athéisme, en fait. L'athéisme va amener, pour certains, à la laïcité. Mais la laïcité, c'est quelque chose que l'on soit religieux ou pas, elle peut être tout à fait acceptée. Il y a des prêtres qui sont pour la laïcité. Donc effectivement, oui, c'est la volonté pour une église de se prendre en charge seule. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus aucune relation. Il y a toutes les associations qui existent aujourd'hui dans l'État font parfois appel à une aide, avec une bonne justification, avec, etc. Mais, on a eu un petit échange à Saint-Pierre-de-Clage où je disais, mais est-ce que la religion ne doit pas appartenir au champ de l'intime, dans lequel l'État ne doit pas, en quelque sorte, s'inscrire, se développer, essayer de comprendre, vraiment dans le champ de l'intime, et le reste dans le champ social. Et là, vous avez l'air de dire, non, c'est pas comme ça que je conçois la laïcité. J'ai envie de dire, la religion appartient à l'intime, elle ne doit pas aller dans la sphère publique. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Alors, c'est tellement vaste, la religion. Il y a des choses qui, effectivement, appartiennent à l'intime et doivent y rester.
Mais bien souvent, ce qui se passe, c'est que dans la communauté religieuse, c'est une communauté. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, il y a un comportement qui est imposé à l'ensemble de la communauté. Religieuse. Mais enfin, c'est vrai pour toutes les communautés. Hein. Il y a d'autres communautés qui ne sont pas religieuses, mais qui ont le même comportement. La communauté politique en est une, par exemple. Hein. Vous n'êtes pas indépendant quand vous êtes dans un parti, vous devez suivre la ligne du parti. Et on a vu des extrêmes aussi avec certains États qui n'ont plus qu'un seul parti, puis qui ont voulu tout imposer dans leur fonctionnement. Mais je conçois quand même qu'en tant que groupe, on fasse une demande pour avoir l'occupation d'un lieu. Donc voilà, s'ils veulent faire des cérémonies parce que dans leur groupe, ils ont besoin d'un lieu, on ne va pas leur interdire sous prétexte qu'ils doivent le garder dans leur intime, dans leur intimité. Je ne suis pas à ce point-là exclusif. Mais on ne doit pas inscrire dans la loi, inscrire dans la Constitution des privilèges tels qu'on les a encore aujourd'hui dans tous les États de Suisse. Même les deux qui se disent laïcs, c'est-à-dire Genève et Neuchâtel, il y a des privilèges qui reconnaissent certaines églises. Et puis pour moi, ça, c'est pas la laïcité. Puis alors, votre regard sur l'éducation, sur l'enseignement, on va dire sur le fait religieux transmis à nos jeunes? Alors le fait religieux doit être enseigné. Moi, personnellement, j'ai vécu une éducation qui était laïque, mais on nous a enseigné le fait religieux. Est-ce que vous considérez que c'était un plus pour vous d'avoir eu cet enseignement laïque par rapport peut-être à des camarades qui ont été sous les contraintes du religieux? Avec le recul. Moi, je vais vous dire que oui, parce que forcément, pour moi, j'ai une ouverture qui est un peu plus grande. C'est-à-dire dans mon champ d'appréhension de l'ensemble du fait religieux, en plus j'ai l'autre partie. Aujourd'hui, si vous regardez, hein, j'ai beaucoup de gens qui me disent mais aujourd'hui en Suisse, l'enseignement, on enseigne la culture religieuse. Oui, mais si vous regardez, allez voir un petit peu, allez faire le détail de ce qu'on dit à propos des agnostiques, des athées. Demandez à un enfant qui sort de l'école primaire s'il peut nous citer 5 philosophes. Je pense qu'ils sont pour la plupart incapables de le faire. Demandez à un enfant de citer 5 personnages de l'Église catholique ou protestante, ils vont le faire. Ils peuvent le faire. Ça, c'est pas normal. Il y a un déséquilibre. Alors, on va me dire, oui, mais enfin, c'est normal, on a une histoire. Mais ça n'empêche pas de connaître les deux. On peut le faire, mais aujourd'hui, il y a un déséquilibre qui se fait sur l'enseignement de la culture religieuse qui est donné dans les écoles. Hein, c'est toutes les semaines, vous avez un cours de religion, de culture religieuse qui est donné. Et qu'est-ce qu'on a en contrepartie? J'ai eu une discussion absolument passionnante le week-end dernier à Saint-Pierre-de-Clage avec une philosophe qui enseigne la philosophie morale, également journaliste, qui me disait, et je la rejoignais 100%, je ne sais même pas si je ne la précédais pas dans ce chemin-là, l'enseignement de la philosophie, il est minoré, et c'est dramatique, ouais. Et on devrait, et justement elle disait à un moment donné, on devrait la faire nettement avant 15 ans, et initier en quelque sorte les enfants à ce champ-là. Est-ce que ça irait tout de suite, tout à fait dans le champ de... Ah oui, mais moi je suis promoteur de ça à 100%. Et comment on explique ça? C'est pas du tout le cas. Il y a des gens qui peuvent aller jusqu'à la maturité et passer à travers des hommes philosophes ou des femmes philosophes qui ne rencontrent pas du tout, même pas cités dans leur cursus préuniversitaire. Je pense qu'on a toujours cette influence religieuse qui est présente aujourd'hui. Je crois que si on fait le même exercice en France, l'éducation laïque, évidemment pas dans les écoles privées. Alors, je n'ai pas fait l'exercice, hein, je m'avance un peu là, mais je pense qu'on n'aura pas la même réponse, on aura déjà beaucoup plus. Là, vous êtes très optimiste, je pense, alors. Non, je ne sais pas. Ouais. Non, écoutez, quand je discute avec des gens, et puis quand j'aborde les questions laïques, les questions de fonctionnement, etc., parfois je suis surpris par la connaissance des gens en face dans le discours, mais souvent c'est des gens qui viennent de France, qui ont une éducation française. On a une orientation, on ne s'en rend pas compte, mais elle est là. Aujourd'hui, on va vous faire découvrir des philosophes dans votre cursus scolaire. C'est des philosophes qui ont versé du côté de
de la religion à un moment donné ou l'autre. On ne va pas vous parler des autres. Est-ce qu'à un moment donné, dans votre groupe, vous vous êtes dit, essayons d'aller parler dans les écoles ou de dire notre fait dans les écoles. D'abord, vous l'avez tenté, Oui. et quelle a été la réception? Je la devine, et comment vous avez appréhendé la réponse? Alors, la tentative qu'on a faite, elle était un petit peu provocatrice quand on l'a fait, quoique très gentille finalement, elle aurait pu donner lieu à quelque chose de très constructif. D'ailleurs, c'est pas exclu qu'on n'y arrive pas. C'est quand à Saint-Maurice, il y a eu un événement où chaque année, ils ont une retraite où une partie des étudiants vont faire une journée de prière. Puis ceux qui ne veulent pas y aller, ils ont une conférence qui est organisée. Puis cette année-là, avait été invité en fait Gédéon, qui est une association pro-évangélistes qui distribue des Bibles. Donc évidemment, si vous avez des gens qui ne sont pas de la même religion, qui ne veulent pas aller prier parce qu'ils sont dans une autre religion, puis ceux qui ne croient en rien du tout, qui ne se posent pas de questions, qui n'ont pas envie de voir, ils se retrouvent dans une autre conférence où on leur parle de religion. Je trouve que ce n'était pas très intelligent comme organisation. Puis je me suis dit, mais bon, allez, ok, il y a eu un problème de ce côté-là. Moi, j'ai contacté, j'ai dit, écoutez, si vous voulez, nous, on propose de faire une conférence. Exactement. D'un côté, vous avez l'aspect religieux, puis nous, on va vous parler d'un autre monde qui est celui de la libre pensée. Sans être bouffeur de curé, hein, pour utiliser les mots. On n'a pas cet esprit casseur tout le temps. Évidemment, on l'a de temps en temps quand on a des sujets choquants. Donc, ayant sur mon divan un libre penseur, j'ai cette question bateau, mais finalement, c'est une question qui lorsqu'elle est posée dans les repas ou chez les proches, etc., ça crée tout de suite des mécanismes de rejet, d'opposition, de certitude, etc. Votre regard sur le voile, j'ai envie de vous dire, votre regard ici dans la rue, même ici en Valais, sur ces femmes qui choisissent ou pas d'avoir un voile et se promènent dans la cité avec le voile. Je ne parle pas à l'école. Est-ce que pour vous c'est un fait de liberté ou c'est un fait de suggestion? Pour moi, c'est un fait de suggestion. La femme qui porte le voile, d'abord, quand on parle du voile, on ne parle pas d'un foulard. Ce n'est pas une coquetterie. Hein. Ce que tout un mouvement essaie de vous faire croire, hein, c'est Le foulard de nos grands-mères, c'était de la coquetterie ou bien c'était... Alors, ça dépend lesquels. Je pense qu'il y a une partie qui le faisait avec une pression culturelle religieuse, un restant. Ou villageoise. Ou villageoise, voilà, ça peut arriver. Mais il y a une partie qui le faisait par coquetterie, oui, voilà, les habitudes usuelles de l'époque. Aujourd'hui, quand on parle de voile, là, on sait de quoi on parle. On parle en fait du voile islamique, on parle de... Ah, j'ai oublié les noms maintenant, mais du hijab, voilà. On parle de... Alors, il y a les versions qui deviennent de plus en plus oppressantes. Bien sûr, on fait un choix. Est-ce que c'est une agression contre l'histoire de la femme occidentale qui, chez nous, a mis tant d'années pour tenter de trouver cette liberté de ton qu'elle a acquise et qui ressentent ça comme, en quelque sorte, une agression contre leur libre pensée à elle? Je ne pense pas que ce soit une question occidentale. La question se pose tout à fait dans le monde oriental. Si vous voyez ce qui se passe en Iran aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes sont en train de se battre. Maghreb, ouais. Et dans le Maghreb, oui. Enfin, moi, je pensais à l'Iran en ce moment où la situation est assez grave. Mais elles se battent pour avoir cette liberté. Donc, ce n'est pas un problème occidental. Aujourd'hui, vous avez une prédominance en dehors de l'Europe, en Asie, encore en Afrique aussi. Vous avez une prédominance de cette religion qui veut imposer son système culturel. Mais voilà, c'est une imposition, c'est pas une liberté. La femme qui pense prendre la décision, alors il y en a qui peuvent le faire, effectivement, c'est un choix religieux. Mais son choix religieux lui a dicté en fait son comportement, lui a dicté son vestimentaire, et donc à partir de là,
elle a renoncé à sa liberté. Et quel est votre regard sur ces partis qui, en quelque sorte, prônent une liberté totale du voile ici en Europe occidentale, souvent de gauche, et qui ont un regard, disons, portent un regard incompréhensible finalement entre ce qui se passe en Iran et ce qui se passe ici. C'est quoi votre regard de libre penseur dans cette, en quelque sorte, contradiction? Je vais vous dire une petite chose quand même. Aujourd'hui, moi je m'exprime en tant que président de la Ligue pensée romande. On a tout un mouvement en Suisse. Je ne pense pas qu'on pense tous de la même manière. Et puis, on espère que chez les penseurs, il y a la liberté de penser, hein, parce que s'il n'y a pas chez vous... Bien sûr, bien sûr. Mais la tendance, si je regarde la libre pensée en France, aujourd'hui, on n'a pas toujours les mêmes opinions. Je veux dire, la manière de penser, je crois qu'on a des conversations à avoir. Moi, je pense que probablement parce que la libre pensée française est beaucoup plus politisée. Et dans cette politisation, il y a cette volonté d'ouverture avec la liberté totale. Il n'y a pas de liberté totale. La liberté, elle s'arrête, elle a toujours une limite. Elle s'arrête à là où commence celle des autres. Mais aussi, on a quand même un cadre. On a un cadre de valeurs en Europe, aux États-Unis. Enfin, il y a beaucoup d'autres pays où on a ces valeurs-là aussi. Mais c'est la loi avant Dieu. Ça, c'est quelque chose, l'état de droit prime sur la religion. Mais alors, quand on part de l'état de droit, dans celui-ci s'inscrit la liberté d'expression. Est-ce que chez les libres penseurs aussi, on voit une régression de la liberté d'expression ou des craintes d'exprimer ses pensées parce que celle-ci serait maintenant assujettie à une loi qui aurait été modifiée depuis les années 80-90? Alors la crainte, elle est individuelle, bien sûr qu'elle existe. Oui. Et votre regard à vous? Mais nous, il faut qu'on combatte pour garder cette liberté. Moi, je suis pour garder un maximum de liberté, d'expression. De parole, de dessin, etc. Oui, bien sûr. On m'avait posé la question lorsque, au Danemark... Vous êtes Charlie? Oui, je suis Charlie, ouais. Tout à fait. Et Charlie, en tout cas, c'est aussi l'éloge du blasphème. Donc le blasphème, vous l'inscrivez dans cette liberté de penser. Oui. Alors normalement, ça fait partie de nos valeurs à nous aussi. Oui. On est pour le blasphème. Le blasphème, c'est quoi? Le blasphème, c'est une attaque sur le sacré. Pour nous, le sacré n'existe pas. Il existe d'une manière individuelle. Donc si vous avez quelque chose qui vous est sacré, vous ne l'attaquez pas. Mais vous ne pouvez pas interdire à quelqu'un d'autre de vouloir attaquer ce qui vous est sacré. C'est quelque chose, c'est un risque à prendre. À ce point de la conversation, je voudrais recommander le livre de Caroline Forest, Éloge du blasphème, qui est vraiment magnifique. Mais à part ça, comment vous arrivez à confronter, on va dire, l'intégriste de tous bords, avec le blasphémateur efficace? Est-ce que cette confrontation-là, elle n'engendre pas une certaine de la violence terrible? La violence... Comment faire coexister finalement le croyant indéfectible avec le blasphémateur provocateur? Vous ne pouvez pas, pour moi. Le blasphémateur provocateur est là parce qu'il a en face de lui justement un intégriste. Et il veut ébranler cet intégriste pour essayer de créer quelque chose. C'est probablement pas la bonne méthode. Mais on ne peut pas demander à tout le monde d'avoir la bonne idée à chaque fois. Mais à partir du moment où quelqu'un s'exprime, que des islamistes viennent critiquer notre système et le disent et l'écrivent, c'est très bien, il faut qu'ils le fassent. Moi, je ne suis pas pour la censure, ça, il faut y aller. Mais après, on s'attaque au système, on s'attaque aux idées, on s'attaque aux valeurs, mais pas aux individus. Est-ce qu'il y a aussi, on va dire, une hiérarchie ou
disons, un niveau de provocation qui devient illégal. Ou bien vous êtes là dans une liberté totale, etc. Parce que finalement, la question que je vous pose, c'est comment on a inscrit l'état de droit dans la liberté d'expression. Je pourrais faire 1 heure de conférence tranquille sur le fait qu'on veut aujourd'hui normaliser les propos, on va interpréter des mots de façon complètement, sans même que les magistrats aient ouvert un dictionnaire, ça devient incroyablement difficile, même pour un avocat, de déterminer le mot juste qu'il faut poser à un moment donné. Moi je pense qu'on est dans une sorte de folie sémantique incroyable. Comment on fait dans ce monde-là quand on est libre penseur et qu'on laisse aller peut-être sa pensée plus librement que d'autres? Alors, bon, évidemment, si l'avocat me dit qu'il a beaucoup de mal à le faire, moi qui ne suis pas libre penseur, je ne sais pas si je vais vous Oui, mais donner un la libre réponse. penseur qui a lu tellement de livres de philosophie et de Oui, moi j'en ai encore beaucoup à lire. Ouais. Vous savez, quand justement, je me considère comme un enfant dans la libre pensée, dans le champ de la libre pensée, il y a tellement de choses à découvrir et à lire que voilà, j'en suis au tout début. D'autant plus que je m'y suis pris tard. J'aime dire que j'ai vécu dans l'insouciance pendant de nombreuses années, j'étais heureux. Une insouciance laïque quand même. C'est vrai, oui. Je suis parti de là. Moi, j'ai vécu la liberté, j'ai vu la chute du mur de Berlin, j'ai vu l'ouverture des pays de l'Est, j'ai vu une certaine liberté aussi qui était grandissante, j'ai vu la libéralisation quand même de la femme, même si elle n'est pas terminée, mais celle aussi des LGBTQI+. C'était formidable. Il faut qu'à un moment donné, il y ait un retour en arrière pour que je me dise il y a quelque chose qui ne va plus là, il faut intervenir. Et j'ai trouvé qu'il y avait un manque d'intervention, justement, et c'est pour ça que personnellement, je me suis impliqué. Et puis alors, les penseurs, c'est une association, peut-être on va finir là-dessus. Comment elle fonctionne l'association? Est-ce qu'il y a de la communication interne, des soirées entre vous, la mise de certains espaces sur la cité, etc. Comment ça se passe? Alors, oui, alors, moi je représente la section romande, D'accord. En fait, la partie francophone. À l'époque, il y a un site. On a un site, librepenser.ch, qui existe. Donc les gens ils peuvent aller éventuellement s'inscrire, connaître ce que vous faites, etc. Voilà, il y a, si vous allez sur le site... librepenseur.ch. C'est librepensée.ch. libre-penser.ch. D'accord. Là, vous allez tomber en fait sur le site suisse, puisqu'on fait partie de l'association suisse de la libre pensée. Et puis vous avez toutes les sections alémaniques qui existent. Donc vous paniquez pas si vous allez sur le site et puis que vous trouvez tout en allemand. Il y a une partie, il faut aller chercher pour la section romande. C'est là que vous allez nous trouver. Si vous allez sur le Valais, vous allez trouver, mais ce sont les alémaniques aussi. Voilà. Autrefois, c'était organisé sur une structure cantonale. Il y a quelques années, l'association genevoise et l'association vaudoise ont décidé de fusionner. Et à l'époque, je suis devenu président à ce moment-là. Moi, j'ai proposé, c'est qu'on l'ouvre à toute la francophonie, parce que moi, j'étais du Valais, il y avait des gens qui venaient de Fribourg, des gens de Neuchâtel, etc. Donc, voilà, ça n'avait pas beaucoup de sens de vouloir garder cette identité cantonale. Après, pour des raisons juridiques, je vais peut-être revenir en arrière sur certains points, mais ça, on verra plus tard. Donc voilà, nous, on s'organise, on essaie d'avoir des événements. Moi, j'essaye... Alors, par exemple, cette année, qu'est-ce qu'il y a eu déjà comme événement? Alors, on a eu plusieurs conférences qui ont été organisées. On a eu une conférence à Genève sur la question palestinienne. Les Français se sont beaucoup exprimés là-dessus, puis je voulais avoir... Mais c'était plutôt interne. Où je voulais avoir l'avis des membres de la libre pensée pour savoir quelles étaient leurs réflexions. Donc on a eu un historien qui est venu construire, on a eu quelques documents qui étaient venus construire la soirée. J'ai une autre soirée où j'ai invité des membres de l'ASTEC, pour ceux qui connaissent la chaîne YouTube La Tronche en Biais. L'ASTEC, c'est l'association pour la science et la transmission de l'esprit critique. C'est des gens qui font des trucs très très bien sur Internet. J'avais déjà invité il y a quelques années d'ailleurs ici en Valais Thomas Sédurant,
qui produisait un film à l'époque sur une réflexion, c'est pourquoi croyons-nous en ce que nous croyons. Lui aussi c'est un biologiste. Il y a des choses extraordinaires du côté des biologistes qui viennent sur la réflexion humaine. On a eu donc toute cette rencontre, on s'est présenté, ils se sont présentés, on a eu des discussions entre nous. Il y avait une soirée qui était organisée sur la question laïque cantonale au canton de Vaud. Malheureusement, pour d'autres raisons, on a dû annuler, mais c'était organisé. On va encore faire une visite sur Fribourg qui est planifiée. Alors après, on a la fête du livre, c'est un événement aussi récurrent. On était présent à la Gay Pride de Martigny. Hein, on a défilé avec notre banderole et toutes les différentes associations aussi. Voilà. Des conférences, des rencontres entre membres. On a eu participé l'année passée, on était au Salon du Livre aussi. Alors c'est un événement qui coûte cher, donc ça c'est un peu plus difficile. On n'a pas de locaux, pour l'instant en tout cas, donc c'est un peu plus difficile. Voilà, c'est des événements... Et alors, quand j'ai décidé de vous inviter, vous avez accepté, il y a un mot qui a surgi chez moi, c'est la croyance. Parce que finalement, on est tous confrontés à la croyance. Là, je ne suis pas dans le fait religieux, je ne suis pas dans la religion, mais je pense que nous sommes tous dans des schémas de représentation. On va dire, voilà, je crois en la démocratie, je ne crois pas en la démocratie, je crois en l'écologie, je ne crois pas en l'écologie, je crois au débat participatif, je ne crois pas au débat participatif, je crois à une certaine forme d'autorité, je crois à une certaine forme d'anarchie, etc. Est-ce qu'on n'est pas tous, finalement, confrontés à ce champ de croyances? Et comment alors le libre penseur, parce que finalement, il est comme nous, il est citoyen dans une cité et il a ses propres croyances en dehors de la libre pensée. Alors évidemment, nous sommes tous croyants quelque part. Malheureusement, je ne vais pas me souvenir de son nom, mais il y a un livre d'un Suisse qui est très très bien et qui discute justement il fait une suggestion entre les croyances et les croyances. Les croyances. Les croyances. C'est-à-dire qu'il va redéfinir en fait le mot de croyance pour distinguer. C'est qu'en français, en fait, le mot croyance englobe pas mal de choses. Et d'un côté, il y a ce en quoi on accepte d'être une réalité sans le remettre en question. Et à un certain point, même si on vient vous apporter des faits qui vont vous montrer que c'est pas vraiment tangible ce que vous êtes en train de penser, ben là vous êtes dans la croyance pure et dure. Par contre, alors j'espère que je ne me trompe pas. Puis il y a les croyances, ces petites croyances que vous pouvez avoir, c'est que si je pars maintenant, moi, je vais arriver à l'heure à mon rendez-vous. Si je regarde le ciel, je crois qu'aujourd'hui il ne pleuvra pas. Voilà, ça c'est des petites choses. Ou bien comme vous expliquiez sur un système, je crois en l'écologie, parce que le principe, c'est quand même de se dire à un moment donné, quand j'ai des faits, quand j'ai une multiplication de faits qui viennent me contredire, c'est que je dois me remettre en question. Ça doit être une qualité de la libre pensée. C'est d'être capable de se remettre en question. Moi, je suis toujours ouvert. Hein. Si quelqu'un vient me montrer quelque chose d'extraordinaire, et c'est un petit peu, pour en revenir avec le premier livre de Gérard Majax, malheureusement, celui-là, il faudra le fouiller dans les bouquineries. Hein. Mais c'est un petit peu cet exercice-là, c'est si vous pensez que vous avez quelque chose de magique, venez le montrer, mais si on vous montre qu'on peut le faire autrement, c'est que c'est pas vraiment magique, donc il faut changer d'avis. Et puis le libre penseur que vous avez peut-être un morceau de musique qui vous vient, que je peux mettre après, que vous recommanderiez, ou qui est comme le livre, quelque chose d'apprécié beaucoup, du rock classique, de la musique grégorienne à je ne sais quoi. Alors je suis pas très musical, juste moi je suis quelqu'un un peu plus porté sur la chanson française. Alors j'ai une partie de chanson française, bon j'ai quand même un panel assez large, mais j'aime beaucoup. Mais c'est un seul là, c'est pas 3-4. Oui, d'accord. Alors comme ça, moi je pense à Georges Brassens. Et lequel? J'essaie de me souvenir de son titre, c'est Les gens n'aiment pas que. Je vais essayer de retrouver ça. Je veux encore juste présenter cette collection. Je vais avoir la chance de recevoir aussi, je l'ai rencontré à Saint-Pierre-de-Cage,
Monsieur Caro qui s'occupe de cette association Boule à Zéro. Il y a une petite librairie aussi ouverte le mercredi et le samedi. Je crois que c'est assez connu. Ils ont distribué 17 000 de ces livres aux enfants malades à l'hôpital. Alors, merci pour ce moment, Thierry Dewey. Merci à vous. Et puis, bonne route aux libres penseurs. Merci.